Bonjour, bienvenue à vos 10 minutes juridiques avec le cabinet d'avocats Landau Associés par VK. On va parler d'inflation énergétique tout à l'heure, mais tout de suite les agents avec la revalorisation indiciaire. Le décret est paru. Voici ici des détails. Les élections au CST-ACA, le SJA reste majoritaire, mais le SMA le talonne vraiment de très peu. Et puis le théâtre Bastia qui constate que pour les élections au CST de la collectivité de Corse, qu'est-ce qui se passe quand il manque 451 bulletins sur 1500? Ça fait beaucoup quand même. Et puis une circulaire sur la diversité des familles et le respect de l'identité des personnes transgenres dans la fonction publique de l'État. Et puis que se passe-t-il lorsqu'on a un avis sur une proposition de sanction qui est défavorable, mais on se trompe dans le décompte et on le croit qu'il est favorable? Réponse avec le Conseil d'État. Voici ici les références. Passons aux élus maintenant, avec une très utile nouvelle loi Gatel sur ce que l'on fait lorsqu'un élu communautaire ou métropolitain décède ou démissionne, que la commune a plus de 1000 habitants, qui le remplace. Sauf que, vous voyez le schéma là qui est là-haut? Eh bien, c'est le graphique de tout ce qui se passe quand je regarde ce qui est désormais prévu par le code électoral. Donc l'ancien régime était déjà complexe, le nouveau le complexifie un peu. Bon courage, moi j'ai passé plusieurs heures à tout décortiquer, à vous la passe. Ce qui a donné lieu à quelques heures aussi, mais de débat depuis toute fin de semaine dernière, c'est le fameux jugement Anticor. Alors, Anticor est une association agréée qui peut du coup exercer les droits de la victime sur toutes les affaires de corruption au sens très large. Elle n'est pas la seule. Son agrément a été annulé par le juge, mais parce qu'ils avaient des grosses difficultés internes. Alors, c'est un sujet qui donne lieu à beaucoup de débats. On va retenir une idée simple. Le dossier, lui, ne l'est pas simple. C'est assez complexe. Il y a eu des vraies difficultés en interne. Les reports successifs qui, à l'époque, ont été vus comme étant une horreur, en réalité, donnaient l'occasion à cette association en urgence de corriger le tir en termes de transparence financière, d'indépendance financière et autres. Ça ne s'est pas fait. Certes, le gouvernement a laissé quelque chose trappe ensuite pour le contentieux à venir, mais pouvait-il vraiment faire autrement? En tout cas, cette association, au-delà de faire sans doute ou pas un appel avec ou sans demande de surexécution, va de toute manière redemander un nouvel agrément qui pourra difficilement lui être refusé. Mais cela interroge quant au système français sur ce régime d'agrément de toute manière. Autre sujet très débattu, est-ce que la Fédération française de foot pouvait bien interdire tout port de signes religieux pendant les compétitions et manifestations sportives? Contre l'avis de son rapporteur public, le Conseil d'État a dit le 29 juin que oui, c'était légal. Pourtant, la loi séparatisme de 2021 n'allait pas jusqu'à là, même si les fédérations sportives exécutent une mission de service public. Gros débat sur le sujet. Est-ce que je peux être bio mais croître sous serre, même l'hiver? Réponse, non pour le droit français. Pour certaines espèces végétales, oui, mais on n'a pas le droit. Le Conseil d'État l'a censuré. Il est interdit d'interdire cela. Pourquoi? Parce qu'on est dans un domaine où il y a un règlement européen, ne laissant pas de marge de manœuvre aux structures nationales pour durcir ce label. L'État, en dépit de ses efforts, est responsable pour préjudice écologique, faute d'avoir respecté ses propres objectifs en matière de pesticides, nous dit le TA de Paris. On est bien sur un contentieux en responsabilité, mais avec une identification des victimes en plusieurs temps. C'est un système un peu complexe, je vous ai mis ici quelques détails. Positive est la décision du Conseil d'État qui nous dit que les dépôts sauvages seront bien très souvent des déchets, même s'ils sont abandonnés par le propriétaire du terrain, qui laisse son terrain devenir une décharge. Il n'y aura pas de présomption de ce que ça n'était pas abandonné. Ce sont bien des déchets si ils ont en pratique été abandonnés, même sur le terrain du propriétaire. En Bretagne, l'ARS devra corriger ses données de classement des eaux de baignade. En revanche, et rejeter un autre cours du même requérant sur la demande d'interdiction du S-métolachlore sur la Bretagne. Un décret a été adopté pour étendre le régime des évaluations environnementales, les systématiques sur certains aéroports, d'autres au cas par cas, avec des changements notamment sur la stratégie nationale bas carbone, sur les PAPI 3 pour la GEMAPI, etc. En matière de contrat maintenant, il y avait eu un arrêt du Conseil d'État le 12 avril 2022 qui censurait le régime réglementaire permettant de regrouper des fins de contrat en matière de concession hydraulique. Pour tenir compte de cette censure, un décret a été adopté en date du 21 juin. La CA de Bordeaux nous a dit que quand je fais une mise en concurrence, pas pour un marché public, pas pour une concession d'SP, non,
pour l'occupation du domaine, régime L21-22-1-1 du CG3P, eh ben, je n'ai pas l'obligation d'indiquer ce que seront mes hiérarchisations ou pondérations de mes critères de sélection. Ça peut être secret. Un candidat qui a une offre irrégulière peut, dans certains cas, agir en référé précontractuel ou contractuel. Oui, mais si c'est définitivement que son offre a été reconnue comme irrégulière par le juge, voire par le pouvoir adjudicateur dans certains cas, ah bah alors, il perdra la capacité à agir en référé précontractuel ou contractuel, probablement recours Tarn-et-Garonne aussi d'ailleurs. Plus fort que Jésus-Christ transformant l'eau en vin, on a le domaine public qui transforme le bail rural, très protecteur, en convention précaire. Conseil d'État, 7 juin 2023. Question qui était lancinante depuis longtemps. Que se passe-t-il quand j'ai le SDIS qui intervient à la demande d'une société de téléalarme, mais que finalement on découvre que la demande n'était pas extrêmement fondée? Je peux facturer ou je peux pas facturer? Réponse avec le Conseil d'État, 28 juin 2023, tout va dépendre des diligences de la société de téléalarme vis-à-vis de son client. Et puis 2 circulaires en matière scolaire, et puis les mini-brèves, que voici. Et que voilà. Passons à notre grand dossier, inflation énergétique, accélérateur de transition. Alors, en fait, la Banque Postale a fait une étude intéressante sur l'inflation énergétique, son impact, le filet de sécurité et ce que ça change pour la transition environnementale. À ce propos, j'ai voulu poser quelques questions à Luc-Alain Verviche. Bonjour Luc-Alain. Bonjour Eric. Première question, de quel montant parlons-nous? 1,2 milliard, c'est l'augmentation des dépenses énergétiques dans les collectivités locales en 2022 par rapport en 2021. Et c'est un montant supérieur à l'augmentation des 11 années précédentes. Autrement dit, c'est vraiment le phénomène qu'on avait, évidemment que tout le monde avait vu naître l'année dernière, avec l'inflation des prix de l'énergie, qui avait d'ailleurs commencé à l'automne 2021, mais qui évidemment a été très fortement accélérée par la crise géopolitique. C'est un impact absolument important sur les budgets des collectivités locales. Et c'est un impact dont on va voir d'ailleurs qu'il n'est pas complètement fini, puisque naturellement, même si les prix de l'énergie sont en baisse aujourd'hui, et on a une petite partie dans notre document qui le montre très bien, il y a quand même une réalité aujourd'hui, notamment contractuelle, qui demeure. Et puis, bien évidemment, c'est quelque chose qui a eu d'autant plus d'importance que ça représente quand même, il faut s'en souvenir, au départ, à peu près 10% des charges à caractère général, et que les charges à caractère général, c'est évidemment quelque chose de relativement rigide, donc un impact fort sur les budgets locaux en 2022 et qui va perdurer en 2023. Avec des effets contrastés selon le cas. Alors évidemment, ce n'est pas tout à fait identique d'une collectivité à l'autre, on va le montrer, et puis d'une catégorie de collectivité à l'autre aussi, notamment parce que dans certains cas, les dépenses d'énergie ont été supportées par des partenaires. Je ne parle pas nécessairement des associations, mais par exemple, on peut citer les collèges, les lycées, les établissements sociaux, médico-sociaux, les opérateurs dans un certain nombre de compétences, notamment en matière de mobilité, par exemple, ou en matière de gestion des déchets ménagers, où là, l'augmentation des prix du carburant, par exemple, ou tout simplement l'augmentation des prix de l'électricité ou du gaz, ont eu un effet sur les budgets des structures en question, lesquelles, étant financées par des collectivités locales, voient les collectivités locales parfois avoir fait une partie de l'effort de soutien en 2022, mais cet effort se poursuit en 2023. On a consacré un petit bout, si je puis dire, de la publication, justement au traitement des dépenses, des dotations globales de fonctionnement au collège et au lycée. Et on voit bien cet effet d'accélération sur 2 ans qui est assez marqué en la matière. Contrastes qui sont également géographiques, qui dépendent des types de charges, des renouvellements de contrats. Dans des territoires qui sont plus marqués par un climat de type océanique, avec des températures qui restent finalement assez encadré, on a des dépenses d'énergie qui sont structurellement un peu moins importantes que dans des départements de montagne, par exemple. Et puis, deuxième phénomène, et ça, c'est tout à fait clair
dans l'évolution des prix de l'énergie, des dépenses d'énergie entre 2021 et 2022 par cette fois strate de population, on a des communes, et notamment les communes d'une population, je dirais comprise, pour faire simple, entre 3500 et je dirais 50 000 habitants à peu près, où l'augmentation a été plus marquée parce que ce sont des collectivités locales qui, d'une part, n'ont pas été protégées en 2022 par toutes les règles relatives au bouclier tarifaire et qui, en outre, subissent les conséquences de la présence chez elles d'équipements de proximité, d'équipements de centralité, d'un certain nombre d'équipements publics. On a beaucoup parlé des piscines à l'automne dernier. Bon, c'était peut-être un peu un épiphénomène, mais ça traduit quand même une réalité. C'est que toutes les communes ne sont pas exposées de la même façon à l'inflation énergétique. Et ça, on a effectivement un autre graphique qui le montre assez bien avec cette variation plus ou moins importante en fonction des strates de population. Maintenant, c'est vrai aussi, hein, l'hétérogénéité, elle est au niveau individuel. Ça dépend aussi beaucoup, on va y revenir bien sûr, des efforts propres qui ont été déjà dégagés en matière d'économie d'énergie. Ça dépend évidemment des calendriers dans lesquels les contrats de fourniture ont pu être passés. Il y a des communes qui ont été très fortement protégées parce qu'elles avaient signé, par exemple, des contrats en 2021. Et puis, il y en a d'autres qui se sont retrouvées en pleine négociation, je dirais, au mauvais moment. Donc, ça explique aussi ces grandes différences. Et le filet de sécurité de l'État est-il opérationnel, suffisant ? Alors, qu'il soit opérationnel, c'est indiscutable. En tout cas, le filet prévu dans la loi de finances rectificative d'août de l'année dernière, c'est celui qui, en fait, vise à compenser dans un certain nombre de conditions, de taux d'épargne brute, de niveau de potentiel financier ou fiscal, de diminution de l'épargne brute entre 2021 et 2022, et puis de cause de cette diminution. Donc, c'est un filet qui compense, en fait, une partie de l'augmentation des dépenses énergétiques et alimentaires et une partie des dépenses de personnel, hein, pour tenir compte de l'augmentation du point d'indice qui avait été décidée l'année dernière. Et ce filet-là, il fonctionne. Nous, on estime, alors on est un peu en discussion sur les volumes, mais globalement, il devrait être consommé à hauteur de 350 à 400 millions d'euros. On verra les chiffres définitifs puisque c'est aux directions départementales des finances publiques qu'il revient désormais de faire les calculs sur la base des comptes de gestion 2022 et de l'ensemble des éléments. Bon, donc, par rapport à l'enveloppe qui avait été votée de 430 millions d'euros, on peut dire effectivement qu'elle a correspondu à ce qu'on voulait. Maintenant, il n'en reste pas moins que c'est une minorité de collectivités locales qui vont en bénéficier parce que, bah, évidemment, les conditions étaient relativement exigeantes. Il faudra voir ce qu'il en est pour le filet de sécurité 2023 et pour toutes les autres dispositions. Le rétablissement pour un an du bouclier tarifaire, donc sur toutes les communes qui juridiquement y ont droit ou pourraient y avoir droit si elles n'avaient pas décidé d'en sortir. Ce qu'on a appelé l'amortisseur électricité aussi, qui vise à faire prendre en charge par l'État une partie des coûts énergétiques au-delà d'un certain montant. Et puis donc un deuxième filet de sécurité qui a été mis en place. Alors lui qui fonctionne de façon assez différente, hein, puisqu'il lie en fait l'évolution des dépenses énergétiques à l'évolution des recettes, de façon à considérer que, et on le sait avec notamment l'augmentation la revalorisation forfaitaire extrêmement importante des bases de foncier bâti, bah, beaucoup de communes vont quand même bénéficier effectivement d'une augmentation non négligeable de leurs recettes fiscales. Donc le deuxième filet de sécurité, qui a été voté à un niveau budgétaire sensiblement plus important, il faudra voir concrètement comment il fonctionne. Pour l'instant, c'est évidemment trop tôt pour le dire. Et tout ceci accélère la transition écologique. Et ce qu'on avait vu l'année dernière, c'est qu'il y avait déjà eu des efforts dans les années 2010 et qu'aujourd'hui, ces efforts, bien évidemment, ils restent insuffisants. Donc, pour nous, c'est vrai que la crise est un moteur. C'est un moteur d'accélération parce qu'on voit mal les collectivités locales se contenter finalement de subir la hausse des prix sans rien faire.
C'est d'ailleurs ce qui est traduit dans un certain nombre de décisions déjà prises à beaucoup de niveaux, et on a illustré ça notamment par les mesures prises dans le domaine éducatif, hein, vis-à-vis des établissements publics locaux d'enseignement, avec tout ce qui relève d'abord de la sobriété énergétique. C'est aussi quelque chose sur lequel on a demandé à l'association Amorce de nous apporter son éclairage. La sobriété énergétique, tout ce qui relève de la performance énergétique, évidemment la mise en place aussi de dispositifs de production propre d'énergie, notamment par l'installation, on le sait, qui est encouragée par la loi, de panneaux solaires. Ce sont quelques exemples, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit véritablement cette démarche un peu globale, illustrée, alors on l'a montré par une commune et un département, autour de schémas qui s'engagent véritablement dans des logiques de pilotage complet de la transition énergétique, sans parler évidemment de l'aspect, lui, beaucoup plus coûteux à moyen terme que sera la transition énergétique dans les bâtiments. On sait à quel point c'est une exigence très forte. En tout cas, c'est clairement, nous semble-t-il aujourd'hui, comme assez souvent dans le cas d'une crise, hein, un facteur finalement de motivation. Merci, au revoir. Merci beaucoup, Eric. Et merci à vous. À bientôt pour une nouvelle vidéo, les 10 minutes juridiques, parlant d'associés pour VK. Pensez à vous abonner. Merci, au revoir.